Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast audio et vidéo de France Bleu Paris, épisode 33 aujourd'hui. J'aimerais, avant de vous présenter le programme, saluer, alors j'ai pris mes petites notes, Valbar 1771, Joseph Gomis, Louisa, Dominique, Eric, Simon ou encore Zoug Mémé qui lui est en Chine pour nous regarder, et je pense bien évidemment aussi aux autres. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, vos pouces, vos likes, vos étoiles sur les réseaux sociaux, bien évidemment, puisque vous l'avez compris, désormais c'est en audio et en vidéo. C'est sur YouTube, mais c'est aussi sur iTunes et les autres plateformes et francebleu.fr. Donc merci infiniment pour tous vos messages vraiment qui viennent du monde entier et ça fait plaisir bien évidemment. Vous n'hésitez pas à en mettre à nouveau aujourd'hui pour cette émission que vous découvrez peut-être sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou donc sur podcast et en podcast. En tout cas aujourd'hui, ces commentaires, vous le savez, ils vont s'amplifier puisque on va passer un cran, deux crans, trois crans au-dessus bien évidemment parce que Clermont-Ferrand c'est loin derrière. Maintenant arrive Barcelone, cette équipe qu'on aime détester, cette équipe où t'es content, ils arrivent, ça te fait une belle affiche, mais finalement, t'es toujours là, je les aime pas. Et après, j'ai toujours du mal à trancher, je ne sais pas pour vous, moi de mon côté, j'ai toujours pas décidé quelle était la pire équipe que je déteste entre Barcelone et le Real Madrid. J'ai toujours un peu de mal à mettre le curseur, mais je crois vraiment que Barcelone bascule dans mon cœur. En tout cas, les amis, c'est bon. J'ai pu cracher mon venin sur Barcelone. Désormais, on va pouvoir vous présenter le programme. À tout de suite. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette émission, le PSG qui se fait accrocher par Clermont-Ferrand sur le score de 1 but partout, un match un petit peu anecdotique et le PSG qui peut désormais basculer sur du 100% FC Barcelone, la Ligue des Champions. On va quand même se faire un petit j'aime pas sur le match de Clermont-Ferrand et bien évidemment, on va se poser plein de questions autour de la rencontre de Ligue des Champions de mercredi face au FC Barcelone du côté du Parc des Princes. Le PSG est-il prêt pour défier le FC Barcelone? Première question. Qui attendez-vous au poste de latéral droit sur ce match? Oui, parce qu'il y en a un qui est suspendu, c'est Hakimi, Zahir Emery, Mukiele ou Marquinhos. Les paris sont ouverts, on va en parler bien évidemment avec nos débatteurs. Et puis on va se poser aussi la question de savoir qui on met à côté de Dembélé et Mbappé en attaque. Là aussi, peut-être qu'il y a une porte ouverte pour un joueur comme Ramos ou comme Asensio. On va en parler avec les copains autour de la table. On décortique le FC Barcelone, on va avoir un invité. Ce sera Tracy Rodrigo du journal L'Équipe en direct de Barcelone et puis on reviendra bien évidemment sur les points forts et points faibles du FC Barcelone et on terminera avec un homme qui sur le match de mercredi devrait devenir le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos avec 436 matchs sous les couleurs du PSG. Faut-il espérer que Marquinhos aille jusqu'au bout de sa carrière avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne idée? On en parle bien évidemment dans ce podcast pour le moment sur l'antenne de France Bleu Paris et dans ce podcast, il est temps de vous présenter toute l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Un trio inédit aujourd'hui, deux visages connus dans cette tribune et un petit jeune qui débute en tout cas avec nous dans ce podcast en vidéo. Aymeric Le Gall de 20 minutes est avec nous. Salut Aymeric. Bon dia. Bon dia. Alors toi t'es pas le petit jeune. Voilà, toi on te ouais, connaît. Voilà. Ça fait tout drôle. Ça passe. Alexandre Aflalo de la rédaction PSG du Parisien. Salut Alex. Salut. Bienvenue. Donc merci. toi aussi t'es le plus jeune, mais t'es pas le petit jeune de l'équipe. Le petit jeune, c'est notre Rico, c'est l'homme qui avait plus, il savait plus où était l'adresse du podcast. Il avait perdu l'adresse du podcast, il s'était dit tiens, et puis il est revenu. C'est notre Eric Rabé Sandratana, capitaine Rico. Pour la jeune génération qui nous découvre sur les réseaux, Rico, c'est 135 matchs au Paris Saint-Germain. Je tairai son âge parce qu'il a passé une barre. Où on je dit suis plus plus l'âge. jeune en plus, tu dis. C'est ça, donc, c'est vrai. peux C'est pas toi donner le mon plus âge. jeune. Salut mon Rico. Ça va ou quoi? Ça va bien. Ouais, Bienvenue bien. dans le podcast. Merci. Voilà. J'ai retrouvé l'adresse, t'as raison. C'est vrai. Studio 542 de la Maison de la Radio. Les copains, on va attaquer avec le j'aime pas, bien évidemment, avec ce match de Clermont-Ferrand. On le rappelle, un partout, un but improbable encaissé. D'abord avec les Clermontois qui ont ouvert la marque, 0-1, et ensuite derrière l'égalisation
réception de Gonçalo Ramos. Paris garde 10 points sur Brest. Le titre n'est plus très loin. Il reste 2 victoires au minimum à enclencher et ça va bien se passer pour le Paris Saint-Germain. Le prochain match, c'est contre Lyon. Ça sera dans 15 jours avec la réception de Lyon à 21h le dimanche 21 avril. Mais avant cela, on se fait notre, bien évidemment, j'aime pas sur Clermont-Ferrand. Et ensuite, derrière, on ouvrira la page Marquinhos. Et ensuite, on parlera du FC Barcelone. Aymeric, tu attaques par un j'aime ou un j'aime pas ? Un j'aime. Allez, c'est parti, oui. La bonne ambiance. Déjà, j'ai fait mes devoirs très très tard hier. J'ai regardé le match en replay à minuit parce que je n'étais pas là ce week-end. Mais bon, et t'as eu bien même du courage. si c'était pas sûr qu'on en parle aujourd'hui. Au final, j'ai bien aimé moi le match de Gonçalo Ramos. Je précise parce que dans le WhatsApp, j'ai fait une belle erreur bien honteuse. Avec un beau Z, bam, et là t'as pris derrière, bim, tout salopé. Et puis l'ami portugais Gary est arrivé en première lame. Ouais, non, je trouve que encore une fois, il a été auteur d'un bon match. J'aime bien l'option qu'il propose. Il s'est battu. Voilà, c'est déjà ça. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va faire un débat sur qui avec Mbappé, Dembélé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais, qui a encore une fois récupéré pas mal de ballons hauts. Je trouve quand on compare à d'autres joueurs comme Kolo Muani, c'est vraiment le mec en forme. Cette saison, il est à 8 ou 9 buts depuis l'année civile. 9, je crois. Voilà. Ouais, 9. Bon, voilà. Et donc, c'est un but tous les 84 minutes, un truc comme ça. Donc, à peu près au niveau. Au-dessus de lui, il y a juste Mbappé. Donc c'est costaud. Je trouve que mentalement, il est fort parce qu'on lui a quand même pas fait beaucoup de cadeaux depuis le début de la saison. On sait aussi ce qui s'est payé en janvier, en décembre, avec un virus qui s'est compliqué. Le mec a perdu 1/8 de son corps à peu près en kilos. Enfin, c'était vraiment une période incroyablement dure. Et il est de retour, il garde la tête haute et vraiment en plus dans cette animation-là, quand on pense que Luis Enrique aime bien mettre Dembélé en 10 désormais, je trouve qu'il offre vraiment une vraie palette en attaque. Alex, c'est vrai que c'est l'attaquant qu'on attendait parce qu'il en manque un vrai neuf qui mentalement est prêt. Ouais. Mais je souscris totalement à ce que dit Aymeric et je vais même aller un peu plus loin. Je trouve que c'est typiquement le genre de joueur qui l'a pu manquer dans un match comme le match contre le Stade Rennais la semaine dernière, mercredi dernier, dans le sens où les combinaisons sur les côtés, alors que ce soit entre Lee et Dembélé ou ou à gauche avec Mbappé, de Mendes ou Fabian Ruiz, en fait il y avait beaucoup de mouvements sur les côtés, beaucoup de ballons qui arrivaient à proximité de la surface, etc. Et il n'y avait personne en fait dans la surface pour convertir un centre, pour être un point d'ancrage, pour mobiliser un défenseur, etc. Donc on parlera sans doute de la composition qu'on voit mercredi pour le match contre le Barça. Mais moi, c'est vrai que je trouve qu'il apporte une vraie plus-value. Et par ailleurs, dans tous les débats qu'il peut y avoir, même à plus long terme, sur est-ce que le Paris Saint-Germain doit recruter un grand attaquant pour l'année prochaine ou je ne sais quoi, on parle de Victor Osimhen et compagnie. Moi, je trouve déjà, faisons confiance à ce qu'on a. Gonçalo Ramos, c'est sa première saison. Je trouve que effectivement, encore une fois, je souscris à ce que dit Aymeric, sacré mental pour performer et être vraiment clutch par rapport aux critiques qu'il a reçues tout le début de la saison, ce qui n'est pas le cas de son concurrent direct, Randal Kolo Muani, qui lui pour le coup fait une vraie mauvaise saison et pareil, il s'en remettra peut-être, mais voilà. Donc voilà, moi Gonçalo Ramos, j'aime beaucoup, j'aime son attitude, j'aime son mental, j'aime les buts décisifs qu'il met, j'aime bien. Voilà. Juste traduction de clutch. Oui. Clutch décisif dans les dernières minutes. Non, mais c'est pour on le sait tous. Voilà. Pardon. Je préfère le demander. Rico, on reparlera avec toi de Gonçalo Ramos, savoir le choix qu'on doit faire en attaque. Mais je vais te demander ton j'aime ou ton j'aime pas. Tu choisis. Ouais. Moi je suis resté sur Enrique parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait dans sa gestion d'équipe. Donc c'est un j'aime. Le j'aime pas, je vais le saler un peu parce qu'il m'énerve tellement que oui non mais bon, en ce moment il m'énerve. Mais bref, en tout cas bien sur ton j'aime. Enrique me plaît beaucoup. Je cesse de le répéter, mais c'est vrai, dans la gestion humaine et dans la gestion d'équipe, dans l'état d'esprit qu'il développe, en fait, c'est un vrai coach qu'on a et on n'a pas eu ça depuis un certain temps. Tout le monde était un peu corrompu par soit la présidence qui intervenait assez souvent, soit par le directeur sportif qui aussi certainement intervenait. Aujourd'hui, il fait des choix, il fait même des choix très surprenants, il fait des trucs qui nous plaît pas forcément au départ, mais qui marchent. Ouais. Donc en fait, il gagne son respect comme ça. Et puis
il est surtout logique en fait par rapport à ce qu'il peut observer à l'entraînement, par rapport à ce qui se passe aussi, par rapport au match qui arrive, à la gestion des joueurs. Je prends un Dembélé qui est géré, qui est bien géré, un Zahir Emery qui est bien géré aussi. Dembélé, on se rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, il était très très souvent blessé, qu'il avait des problèmes, qu'il était aujourd'hui, on n'a pas parlé de Dembélé à aucun moment de blessure ou de choses comme ça. Donc même s'il y a des choses à dire sur Dembélé, voilà, je veux dire que j'aime beaucoup ce que fait Enrique aujourd'hui. Émeric, effectivement, on a un Luis Enrique qui est tout en maîtrise. Le club adolescent qui est le Paris Saint-Germain, lui, il le maîtrise parfaitement et en plus libéré depuis le mois de février, depuis que Mbappé a annoncé. T'as l'impression que là maintenant, Justement, je trouve que sa gestion aussi du cas Mbappé lui a fait, déjà qu'il avait des points aux yeux des supporters, je trouve qu'elle a vraiment encore donné une stature, c'est-à-dire qu'à Marseille, on l'a tous vu, Mbappé, il est en dessous de tout, il faut le sortir. Il le fait, il ose, il a les coups des franches, il est hyper libre dans ses choix et il apporte ce qui a manqué, je trouve, à ce club. Moi, je suis content d'avancer avec eux dans le sens où il donne de la confiance. Je ne vais pas contre ce Barça-là avec les guibolles qui tremblent. Je trouve qu'il son expérience au plus haut niveau, même si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas coaché de club et que c'est différent de la gestion d'une sélection, je trouve qu'on a envie de le suivre, même si on n'a pas tous été d'accord avec tous ses choix en début de saison, comme disait Eric. Moi, il y a eu parfois, il m'a un peu agacé, alors, aussi dans sa relation aux médias, mais c'est ce qu'il est. Il est fait comme ça. Il se protège comme ça, je pense aussi. Ouais, il y a un peu de ça. Et donc, mais voilà, moi, il a quand même réussi personnellement à gagner mon cœur. Et j'ai envie d'aller à la guerre avec lui. C'est kiff. Alors, c'est peut-être toi qui as donc fait cette banderole du côté de la tribune Auteuil. Le seul Enrique qu'on veut au PSG, c'est Luis. Petite balle, pas perdue. Totalement volontaire. C'est ça. Totalement volontaire. De la part du collectif Ultra Paris, c'était une banderole qui était dans le stade sur la rencontre. C'était signé Luis C. Non, c'est ça. En tout cas, ils ont pris position et eux, ils aiment aussi, comme toi, le travail de Luis Enrique qui, effectivement, siffle un peu la fin de la récréation au Paris Saint-Germain. Juste un mot, je trouve ça un peu curieux de faire ça maintenant. Oui. Alors, en plus, moi, surtout, ce qui m'a fait rire, c'est que du coup, après, les médias en ont parlé et après, les gens sur Twitter, etc., ont dit ah bah voilà, vous avez votre polémique avant le match. On y est pour rien. Pardon, mais bon, bref, en fait, bon, après, la différence pour le coup, et c'est aussi bon, parce que je rattache un peu le train avec Enrique, c'est aussi un des bienfaits du PSG cette saison, c'est que même une petite polémique comme ça, bon, au final, ça vient pas perturber plus que ça la bonne marche de l'équipe et la bonne marche du groupe. C'est honnêtement cette année, on est tellement enjoué par le football que le reste, au final. On rappelle que cette équipe de Luis Enrique est sur une série quand même qui est assez phénoménale de 27 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. On va voir si ça continue bien évidemment face au FC Barcelone, mais quand même ça faisait depuis 93 que le PSG n'avait pas fait une série comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Je sache que j'ai fait un petit calcul car j'étais nul en maths mais je suis fort en calcul. Si le Paris Saint-Germain va en finale de la Ligue des Champions, il reste précisément 11 matchs au PSG cette saison et le record absolu d'invincibilité du PSG est à 37 matchs. Ah, c'est 37, je crois que c'est 34. Donc ça veut dire qu'ils peuvent, si le PSG gagne la Ligue des Champions, ils battront en étant invaincus. Non mais c'est avec des si évidemment. On a perdu Alex Aflalo. Mais les chiffres c'est marrant quand même. Ah oui, des fois les chiffres c'est rigolo. Ça peut être marrant, pas toujours. Mais c'est marrant là, c'est marrant mais pas toujours. Moi ça me plaît bien, ça me plaît comme stat. Et ben Alex, puisque tu as le micro, ton j'aime ou ton j'aime pas? Du coup, moi j'avais proposé 2 j'aime, je sais pas comme tu veux. Faut aller, je vais parler quand même des 2 petits jeunes. Ouais. Mayoulou et Zagué. Zagré, c'était un autre qui est parti. C'était un peu la surprise du chef. Ils étaient titularisés samedi soir. Donc Alors j'ai découvert aussi un truc marrant parce que comme quoi les chiffres, ils sont nés à 2 jours d'écart les deux. Voilà, les 15 et 17 mai 2006. Voilà, donc sachez-le. 2 km d'écart aussi. C'est ça. Voilà. J'ai beaucoup aimé leur match dans le sens où pour une première titularisation en Ligue 1, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment joué avec. Sans complexe, avec beaucoup de personnalité. Mayoulou vraiment hyper intéressant sur le côté gauche, une façon d'aller au duel, de provoquer dans ses passes, dans ses choix toujours justes. Alors ce but qui malheureusement est refusé de manière assez juste, on va pas non plus brûler au complot, mais qui je trouve venait vraiment souligner ce très bon match de sa part. Et voilà, je trouve que cette année les titis sont moins un sujet parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu, ça se bouscule un peu moins en termes de talent et de nombre, etc. Il y a moins de gamins qui peuvent vraiment prétendre à une place dans le 11.
En revanche, ceux qui vraiment s'entraînent de manière très régulière avec l'équipe, que ce soit donc Zagué, Mayoulou, Ethan Mbappé, Johan Gadou, et peut-être je crois que j'en oublie un, mais je suis pas sûr. Voilà, on voit qu'ils s'intègrent petit à petit, et quand ils ont leur chance, quand ils ont leurs minutes, ils font des belles choses. On avait vu qu'Ethan Mbappé avait fait des performances assez correctes en Ligue 1 ou en Coupe de France. On n'a pas encore vu sur le terrain Johan Gadou, mais visiblement, pareil, c'est un gamin qui a beaucoup de potentiel. Donc voilà, des félicitations à eux, et on espère les revoir très rapidement, en tout cas, et en bien. Rico, si tu devais faire un choix entre Mayoulou et Zagué, si tu devais peut-être te dire, bah tiens, il y en a un qui mériterait peut-être qu'on le revoie un petit peu plus sur ce que tu as vu dans ce qui a été proposé. Zagué, on rappelle qu'il avait quand même, on y reviendra je crois tout à l'heure, il avait quand même un tracteur à côté de lui, Skriniar, il n'a pas fait de bêtises. Et il jouait pas à son poste en plus. Il jouait pas à son droit, poste, effectivement, Ouais, il était côté gauche. ils ont vraiment été convaincants les deux. J'ai pas envie de. Alors Maïlou, c'est plus facile parce qu'en fait c'est offensif, donc forcément tu remarques un peu plus facilement les petites différences, le centre, les choses qu'il a faites intéressantes. Mais non, moi j'ai bien aimé Zagué aussi parce que il a été tranquille dans la construction du jeu, dans les choix, dans les passes. Il a fait simple et c'est ce qui fait, c'est ce qui rend la performance intéressante, c'est qu'ils se sont pas mis dans la difficulté tout seuls. Ils ont joué simple, ils ont respecté tout ce qu'ils devaient faire dans le jeu. Donc non, vraiment, je pense que et moi je serais content de les revoir. Je suis déjà content que Luis Enrique ait fait le choix parce qu'il était quand même pas obligé. Il y a quand même 50 000 joueurs derrière qui peuvent encore jouer et qui auraient pu jouer à ce poste. Et non, il a fait confiance. C'est intéressant. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, ces deux-là, je pense qu'ils ont... sur ce qu'ils ont montré, ils ont le niveau pour rentrer tout doucement dans cette équipe. Et alors Zagué, moi j'ai une espèce de flash là comme ça, le retour à la course. Ouais. Quand on l'a commenté là, il est revenu sur. Ça va vite là. Voilà, il est revenu sur un attaquant. C'était assez impressionnant, grosse vitesse de sa part. Ton j'aime pas, Emeric, avec toi. Du coup, on va laisser le vieux Skriniar à Alex. Du coup, je vais prendre. C'est un peu le penchant inverse de ce que je disais tout à l'heure, Colomboigny. Quand j'ai vu le match des Bleus face au Chili, je me suis dit, ça y est, je vois un petit peu le joueur qu'on pensait avoir acheté en début de saison. Assez confiant, qui fait des choix, des accélérations tranchantes, des gros débordements, techniquement propres. Et patatras, retour au PSG. Pourtant, il avait une carte à jouer avec Barcola qui était out. Au Vélodrome, je vais être un peu moins dur parce que c'est pas lui le pire devant. On lui donne pas beaucoup de ballons et mine de rien, c'est quand même il a deux, trois occasions un peu. Voilà, il met un peu le bordel dans la défense marseillaise. Après, il joue pas contre Rennes. Mais là, le match de samedi, je l'ai trouvé encore une fois quelconque. Je trouve qu'il a. Techniquement, ça en devient vraiment préoccupant. Je trouve que ça traduit dans les pieds le manque de confiance qu'il y a dans la tête. Et aujourd'hui, je le vois pas ressortir la tête du sac. Ça me semble plus être une alternative très crédible en attaque et ça me fait mal au cœur. Alex, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas Enrique compatible ou c'est qu'il n'a pas digéré quelque chose En fait, je pense que... On le voit avec Deschamps. Ça se passe plutôt bien et on le voit avec Enrique dans le système Enrique, ça n'a pas l'air d'être son grand truc. En fait, ce que tu dis là, c'est ce qui peut arriver à tous les attaquants quand ils sont bien dans un environnement et pas bien dans un autre, c'est-à-dire que la confiance va les faire performer différemment. En l'occurrence, je pense que Colomboigny d'ailleurs, pardon, c'est comme ça, il a je suppose, parce que je ne le connais pas, je ne suis pas dans sa tête, il a peut-être pas digéré entre guillemets le prix de son transfert qui a fait qu'on attendait beaucoup très vite de lui, et comme il n'a pas livré de manière instantanée ses performances de classe mondiale qu'on attendait de lui, en fait il a un peu accusé le coup, il y a peut-être une remise en question personnelle, etc. Et il n'a jamais en fait eu ce déclic, cette performance un peu marquante qui a fait que il repartait. Effectivement, la parenthèse équipe de France l'a bien servi, etc. Moi, personnellement, je pense que quand tu n'es pas en confiance dans un environnement et que les choses qui te paraissaient naturelles la saison dernière sont très difficiles à faire cette saison, il aurait peut-être à gagner à simplifier son jeu, à revenir à des trucs basiques. Et en fait, quand il joue simple, en général, il arrive à réussir des belles choses.
Là, par exemple, typiquement, samedi soir, il est dans un duo d'attaque avec Gonzalo Ramos. Bon, bah voilà, joue vraiment le rôle d'un attaquant basique, quoi. Va pas chercher à faire des dribbles, des trucs, des machins, où en fait, tu sais que tu vas t'en mêler les pinceaux et tout. Je pense que la confiance va revenir quand il faut qu'il recommence un peu à réussir des trucs très simples, à marquer des buts, à réussir les trucs basiques. Et après, avec la confiance, il réussira les trucs compliqués qu'il savait faire avant. Mais là, en fait, je pense qu'il a un grave manque de confiance, quoi. Effectivement, Randal Kolo Muani qui est pas au mieux, et en plus il est en train de voir l'émergence bien évidemment de Gonzalo Ramos qui en plus a une espèce de Oui. capital sympathie que les fans ont choisi. Voilà, Ouais. ils sont Ils l'ont acclamé samedi soir, mais notamment parce que la célébration au Vélodrome, mais Bah oui. ils l'ont acclamé samedi soir, c'était limite autant qu'Mbappé, quoi. Donc c'était marrant. C'est effectivement, de toute façon, toute la communauté portugaise est en train de faire un gros carton dans les tribunes du Parc des Princes. Rico Rabé Sonratamana, mon binôme à moi, pendant les matchs du Paris Saint-Germain. Rico, ton j'aime pas. Ah, Moi, j'aime pas. Eh ben, écoute, c'est il simple. m'intéresse ton j'aime pas parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même un garçon qui a eu la meilleure note du journal L'équipe samedi soir. Ça Ouais, n'en- chez ça- nous, non, chez nous, vas-y. pas, non, chez ça- nous. ça n'empêche pas qu'il fait des choses intéressantes, puisqu'il a plein de qualités, Donc on parle évidemment. de qui? On parle de notre ami Hakimi. Achraf Hakimi. Évidemment, Achraf Hakimi qui est rentré, ou pas toujours rentré du Maroc. On ne sait pas encore s'il est rentré complètement ou pas. En tout cas, je n'arrive pas à savoir si c'est lui ou si c'est son cousin de temps en temps. Ou, voilà, j'ai du mal dans l'état d'esprit. À la limite, s'il rate des choses, mais qu'il a l'état d'esprit positif et dans le collectif, ça va. Sauf que c'est mon gros problème là aujourd'hui avec Hakimi, c'est que tu peux rater des choses, il n'y a pas de problème. Tu peux être en difficulté, voilà, être marqué, mais tu dois être concerné par le jeu, tu dois être concentré, et il est à des années-lumière de tout ça en fait. Tu as l'impression que le mec, il joue avec un melon tellement énorme que il croit qu'il va réussir tout ce qu'il va faire, et en fait, il fait plein d'erreurs, des erreurs techniques, le ballon va en touche directement sous son pied, des passes directement ratées ou des passes dans l'axe qui relancent l'adversaire. Il fait que des trucs comme ça. Alors oui, bien sûr qu'offensivement, il est intéressant parce qu'il a quand même ce côté-là où là, il te fait la barre, il te fait la frappe, où il y a l'autre barre de Ramos sur ce match-là. Donc bien sûr qu'il fait des choses intéressantes, que sur les centres ou dans l'apport offensif, il peut être... Mais il y a tellement un contraste important entre les deux choses que c'est pas possible en fait. Et si tu es capable de faire ça offensivement, ça veut dire que ton état d'esprit défensif, c'est pas l'état d'esprit total. Ça veut dire que tu es concerné offensivement, mais pas défensivement. Et là, ça me dérange encore plus que s'il ratait tout, en fait. Autour de cette table, est-ce que vous comprenez le petit tacle, voire le gros tacle de Captain Rabé contre Achraf Hakimi? Je me retourne vers toi, Émeric. Ouais, je comprends parce que on l'a vu faire quand même beaucoup mieux au Paris Saint-Germain. On l'a beaucoup dit ici aussi, c'est quand même assez en dents de scie, quoi. Des fois, il va te sortir des performances incroyables. On sait quand même que défensivement, c'est pas à l'origine, c'est pas le monstre. Samedi, je vais être un peu moins méchant dans le sens où il rentre au bout d'un quart d'heure après la blessure de Mukiele, il est pas chaud. C'est vrai que ses premiers ballons sont catastrophiques, mais bon, ça va avec le fait que voilà, il était pas dedans. Mais j'ai aussi vu, oui, quand même énormément de déchets, des choses. En fait, tu vois, tu parlais de Kolo Muani jouer simple. Je pense que Hakimi aussi gagnerait à jouer plus simple parfois. Et ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est que, on va faire le débat tout à l'heure, c'est quand même notre latéral titulaire, et puis derrière lui, c'est le néant. C'est le seul. Voilà. Le seul. Oui, voilà. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, effectivement. Moi, pour le coup, il y a un truc pour lequel j'en veux un peu à Luis Enrique à ce problème, on en parlera tout à l'heure. Tu vois. Ouais. Donc sur parce qu'on le rappelle que Hakimi est le joueur qui va être absent sur le match face au FC Barcelone. Il est suspendu, un carton idiot. Ça aussi, c'était bien débile. Dans la partie offensive du Paris Saint-Germain, où il fait une faute, un coup de pied sur le joueur, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu sais que t'es près du point de corner. Ouais, c'était hallucinant quand même. Alex, sur Hakimi? Non, on reviendra sur Hakimi. Non, j'aime pas. Qu'est-ce que j'avais dit comme j'aime? Ah oui. Quand même. Vous passez la patate chaude là. Ouais, le retour de Milan Skriniar, c'est cata, non? Oui. Franchement, autant moi son début de saison, je trouve que les gens étaient limite un peu durs avec lui parce que je le trouvais pas si mauvais que ça. Je trouvais que son association justement avec Marquinhos était plutôt positive, qu'il apportait vraiment ce côté. Marquinhos avait au moins un défenseur de référence à côté de lui qui lui permettait d'être un peu plus tranquille, et en plus avec Hernandez ça fonctionnait assez bien aussi. Là, depuis son retour de blessure, alors il va falloir lui laisser le temps de revenir aussi, parce que c'est pas une petite blessure qu'il a eue. Il a raté quoi? Ça fait 4 mois qu'il était blessé.
Mais là, le but, il est pour lui. Hein. Le bah. but, il est pour sa pomme. Pareil, quand il était rentré, je crois qu'il était rentré contre Marseille, si je dis pas de bêtises. Les 5 premières minutes, il fait une relance dans l'axe à 25 mètres du but. Il fait des trucs. Mais je sais, en fait, je ne saurais même pas l'expliquer, dans le sens où c'était quand même un défenseur qui faisait partie des, allez, peut-être top 10 à son poste quand il jouait à l'Inter, mais là, sa saison est pas folle et son retour est vraiment, vraiment pas ouf. Et voilà, j'en viens à me demander ce que devient Presnel Kimpembe, parce que bon, voilà, il nous manque quand même. Hein. Il se prépare presque, il se prépare, mais Bah sauf oui. que je vous rappelle que ces deux-là, Ça fait un an quand même. Hein. ces deux-là vont être sous pression avec un Beraldo qui revient. Et Beraldo qui revient, qui va revenir de suspension. Complètement. Parce que c'est pour ça aussi qu'on a vu Skriniar, c'est que Beraldo voilà, était dans Ouais, les parages. c'est vrai. Rico, tu penses qu'il peut revenir à niveau quand même, Skriniar, ou là, à ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est son dos qui parle, c'est les talons, tout ce qui se passe. Je pense pas que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit un problème musculaire. Je pense vraiment que. Alors, à sa décharge, c'est vrai qu'il lui faut du temps pour revenir parce que physiquement, c'est quand même pas facile d'être arrêté aussi longtemps et de revenir, Clairement. même si Luis Enrique, de ce côté-là, est quand même très prudent et laisse vraiment le temps au mec de revenir. Tu vois, il n'y a jamais de prise de risque. On voit Marquinhos qui revient. Exactement. Voilà, il revient, il est en pleine bourre. On le sent tout de suite, on se dit, ah ouais, il est en pleine forme. On s'attend à ce qu'il soit un peu moins et en fait, il est en pleine bourre parce qu'il attend bien Enrique. Un des meilleurs parisiens qu'on traîne d'ailleurs. On dire qu'on l'a pas vu du tout pendant 3-4 semaines. Et là, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais non, Skriniar, j'ai peur qu'on voit surtout la différence avec les autres, quoi. Parce que avec le ballon au pied, les autres sont quand même 100 fois meilleurs que lui. Lui, c'est plus un vrai stopper qui va être sur le combat, sur le jeu, dans l'agressivité, dans le duel. Mais après, aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de plus derrière. Et lui, je pense qu'il va perdre cette place de titulaire qu'il avait au début et il sera là pour faire des missions de temps en temps. Et puis c'est tout. Je pense que il va être cantonné à ce rôle-là parce que je vois pas comment il peut revenir après ce qu'on a vu derrière lui. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, dans la hiérarchie des défenseurs centraux, c'est-à-dire que lui, il occupait un poste d'axial gauche avec Marquinhos quand il jouait, mais à ce poste-là, du coup, en premier lieu, tu as Lucas Hernandez qui, de toute façon, était amené à avoir ce poste-là. Ouais. Parce que, au retour de Nuno Mendes, donc tu as lui, tu as Lucas Beraldo qui a été recruté, donc qui apporte encore une solution qui est intéressante. Et qui surprend en plus par rapport à son niveau. Voilà. Tu auras donc Presnel Kimpembe quand il va revenir, qui a ce poste-là, avant. Pour le coup, on n'a pas eu pendant longtemps des défenseurs centraux là. Ouais, là pour le coup, quand Kimpembe en tout cas sera revenu, on aura l'embarras du choix. Donc du coup, est-ce que finalement le rôle qui va incomber à Skriniar, c'est pas un rôle de doublure de Marquinhos dans un central droit, en fait, remplaçant de Marquinhos. N'oublie pas Danilo. Ouais. Et Danilo, bien sûr. Et Danilo, j'oublie pas Danilo, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'en fait, on a 3 joueurs à chaque poste. Voilà, 3 doublettes. Alors, c'est ce qui est bien, parce que ça a été. Voilà, en général, il en faut 2. Ouais, après, ça a été quand même. Pour le coup, on part dans un scénario où le PSG aurait l'embarras du choix et que tout le monde serait disponible, mais pour le coup, on a longtemps pas eu. Ça a longtemps été le point faible du PSG, cette défense où on avait toujours des blessés, des absents, des machins. Donc là, il y en a trop, mais au moins, bon. Hernandez peut switcher à gauche aussi. Et il peut switcher à gauche, évidemment. C'est vrai. Aymeric, pour terminer sur Skriniar. Moi, je pense qu'on a pas acheté le joueur au bon moment. Tu l'achètes trop tard après sa blessure au dos à l'Inter. Il est arrivé libre. Heureusement parce que je pense qu'on aurait d'énormes regrets aujourd'hui. Non, mais je pense que moi là pour le coup c'est une erreur de Luis Campos, d'une cellule de recrutement qui sait que le joueur va arriver. Alors je vais pas dire en kit, c'est méchant, mais c'est plus du tout le même joueur. Aujourd'hui, il a un langage corporel. Vous le savez, vous le voyez, c'est un peu gênant, c'est les Montescalistana quoi. De vieillard un peu. Ah ouais, c'est vrai. Il est voûté. Franchement, c'est vrai que tu lances. Chaque geste, tu sens que c'est dur de bouger. Bon après, il a été arrêté longtemps quand même. Certes, mais moi je trouve que tu vois, là où je suis un peu moins d'accord avec Alex, moi depuis le début de saison, je le trouve vraiment dangereux défensivement. Et même moins, au moins il avait son physique pour lui avant, et je trouve que là même dans les duels aériens il n'y est plus. On a pris beaucoup de buts sur corner. Je trouve très inquiétant. Je pense que sa carrière à Paris, il va pas avoir de place quand on voit ce qui arrive. Non, juste moi, le seul truc qui me vraiment me dérange avec lui, c'est le côté aérien.
il est nul dans les airs. Après, je trouve que justement, il fait pour ma partie de ces joueurs qui compensent son manque de vitesse par sa lecture du jeu. Et ça a été plusieurs fois le cas, en tout cas cette saison, en début de saison, je trouvais. Voilà. En tout cas, Milan Skriniar vient de se faire rhabiller pour l'hiver, mais c'est vrai que il est Non, mais quand c'est même pas méchant. Non, tu mais vois, oui, non mais C'est moi, de toute jamais façon- méchant. non, mais- non, mais de toute façon, moi, je vais c'est être vrai. Non, mais très clair bon. avec vous, les amis. Moi, je pense que en fin de saison, c'est l'un des joueurs à qui il faut d'accord. dire Je suis au revoir. d'accord. C'est pas Oui, grave. oui, oui. C'est vrai. On Parce s'est que planté, ça prend un bon peut-être, salaire en plus. peut-être. Oui, voilà, faut passer à autre chose. Et parce que surtout si tu restes avec Presnel Kimpembe, si tu restes avec Lucas Hernandez et si tu restes avec Lucas Beraldo, je pense que tu as de quoi faire quand même pour jouer central gauche. Les amis, puisqu'on parlait de défenseurs centraux, on va parler d'un garçon qui est rentré dans l'histoire il y a quelques jours. C'était samedi soir. Il est rentré à la 67e minute de jeu. C'est Marquinhos, du haut de ses 29 ans, notre Brésilien à nous, là depuis de nombreuses saisons désormais, depuis une douzaine de saisons. Et 435 matchs. Il a égalé le record de Jean-Marc Pilorget. Eh bien, on vous l'annonce, c'est un événement sur France Bleu Paris. Ce soir, dans le MAG, si vous regardez l'émission en vidéo ou l'écoutez, le MAG est à 18h. 18h-19h, c'est présenté par Pia Clément tous les jours, du lundi au vendredi. Et ce soir, grâce à Julien Froment, du service des sports de Radio France, copain de la team, bien évidemment, de 100% PSG La Tribune, eh ben, il est allé rencontrer Marquinhos et Jean-Marc Pilorget. Les deux ont échangé pendant plus de 15 minutes. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait juste de Marquinhos sur son record, sur sa longévité au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que s'il joue mercredi soir, il y a de fortes chances qu'il joue mercredi soir, il va devenir seul joueur à avoir 436 matchs au compteur. Il va rentrer dans l'histoire. Je vous propose d'écouter Marquinhos quelques instants. C'est énorme, pour moi c'est une fierté, ça montre que moi j'ai été quelqu'un qui a toujours essayé mon maximum sur le terrain, parce que 430 matchs, c'est-à-dire ça a été 11 saisons, c'est presque 40 quelques matchs on va dire par saison, et c'est beaucoup, c'est une fierté aussi de savoir que le club il a eu cette confiance sur moi, c'est pour ça que je suis fier. Et voilà, il y a tout qui va avec. Bon, à vous entendre, il y en a 400 d'autres qui vous attendent au PSG. C'est beaucoup. Hein. Voilà, j'espère ne pas m'arrêter là et que le club me donne encore beaucoup d'opportunités de rentrer sur le terrain. Et moi aussi, à chaque entraînement, je vais aller chercher ça pour montrer que je suis là, même si ça fait 10 ans et 11 ans, que je mérite encore ma place sur le terrain. Bravo Capi, Marquinhos, je vous rappelle, émission 18h-19h. Et sachez que dans l'émission, on attend Lucas Moura, Thilo Kehrer et Zoumana Camara qui vont parler de l'ami Marquinhos. On va parler de Marquinhos nous aussi pour évoquer cette question. On a parlé du record, bravo à lui, il rejoint Jean-Marc Pilorget qui aura quand même tenu très très longtemps. Super il a fait mec, quand même, voilà, 75-87. Jean-Marc Pilorget, il a eu ce record sur cette période-là et donc il a attendu plus de 20 ans pour voir quelqu'un le rattraper. Voilà, plus de 30 ans. Et vous entendrez Jean-Marc Pilorget dans l'émission de Pia. Les amis, ma question elle est simple. Imaginez-vous Marquinhos rester encore très longtemps au PSG. Il a même dit au micro de Canal, moi je me verrais bien aller, voilà, pourquoi pas faire toute ma vie au Paris Saint-Germain. Je fais le tour de table et on discute ensemble. J'attaque avec toi, Alex. Est-ce que il faut, est-ce que tu imagines, toi, notre capitaine rester à vie au Paris Saint-Germain ? Oui. Juste avant de développer, je veux juste faire quand même un gros bisou à Julien Froment, qui a eu une petite bricole de santé qui va mieux heureusement, mais je veux juste lui faire un gros bisou. Oui, parce que en fait, je pense que les grands, alors toute sa carrière, je sais pas, parce qu'on sait jamais de quoi est faite la carrière d'un joueur. Peut-être qu'à 35 ans, il aura envie de repartir jouer au Brésil ou je ne sais quoi, ou aller découvrir autre chose. Mais je pense que tous les grands clubs ont à un certain moment besoin de références, de piliers, de mecs qui restent très longtemps. Quand on regarde en fait la liste des joueurs les plus capés de l'histoire du PSG, il y en a assez peu de l'ère QSI. Il y a Mbappé qui est pas très loin parce qu'il a 300. Verratti qui était pas très loin aussi, etc. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, mais en fait c'est pas mal dans le foot d'aujourd'hui d'avoir des points de repère, des références, des mecs qui incarnent un peu un héritage, qui incarnent un peu une identité, qui a traversé un peu les générations, qui sont des mecs qui représentent quelque chose en termes historiques. Et mettons de côté les débats sur son niveau, sur son état d'esprit, sur le côté psychologique et tout, parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, à discuter. C'est pas forcément un mec qui est exemple tout reproche à tous les niveaux, loin de là, mais il représente quelque chose.
Et je trouve que c'est positif. Voilà. Alors, sachez-le, je vais aller regarder sur merci. histoiredupsg.fr, le site que je salue, voilà, tenu par Rémi et toute sa bande. Marquinhos est donc le joueur en activité, il a ses 435 matchs, et il y a Kylian Mbappé avec ses 300, et il y a Presnel Kimpembe qui est 30e joueur à 236, et pour le reste, effectivement, niveau des anciens, il faut revenir à Levin Kurzawa, 65e. Voilà, c'est vrai qu'on a un groupe qui est assez dans un sens un peu jeune, et on n'a pas encore ce genre de profil, et donc Marquinhos effectivement qui bat ce record. Est-ce que tu rejoins Alex, ou toi tu fais partie de cette team qui c'est quand même des échos qu'on a entendus au moment de sa prolongation, certains s'offusquaient en disant non mais faut tourner la page, faut arrêter avec Marquinhos, etc. Aymeric. Ça, je pense que ceux qui réagissent comme ça, c'est un peu par la science de l'instant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. Ce garçon-là, il incarne le PSG. Moi, je me souviens de lui arrivant avec ses bagouzes aux dents, ses boutons partout. Enfin, moi, j'ai grandi. On est toute une génération à avoir grandi avec Marquinhos à Paris. Alors oui, il y a eu des phénomènes, il y a eu des événements qui font que son mental nous a peut-être parfois aussi mis dedans. Mais on peut pas enlever et oublier tout ce qu'il a fait aussi pour ce club. C'est un mec à la mentalité exemplaire. Je pense qu'il fait partie de ces gens qui pourraient être d'accord dans quelques années, parce qu'il a que 29 ans. Il a que 29 ans. Il a encore largement le niveau, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'ego démesuré pour se prétendre titulaire jusqu'à 37 ans, et qui peut accompagner de jeunes joueurs comme Beraldo pour prendre la suite, la transmission. Donc non, en plus, voilà, si le mec a la volonté moi, ce qui me fait un peu peur, c'est peut-être la manière dont Paris peut traiter certains de ses anciens, et est-ce qu'on lui montrera pas la porte au dernier moment. J'ai pas envie qu'il aille s'enterrer au Qatar ou en Arabie Saoudite pour prendre ses millions à la fin. Je pense vraiment que ce joueur-là doit rester jusqu'au bout, quitte à derrière prendre des responsabilités dans l'organigramme du club. Enfin voilà, pour moi Marquinhos, c'est Paris, ses enfants sont nés ici, il est amoureux profondément de ce club, il incarne un truc, oui, non. Le collectif Ultra Paris lui a d'ailleurs fait un bel hommage quand les joueurs sont allés saluer. Bon, c'était 1-1, ça faisait un peu grise mine, et ils ont rappelé les joueurs et pour saluer Marquinhos. Je vous le dis, autour de cette table, il y a quand même un monsieur qui est quand même dans le top 100 des joueurs qui ont le plus joué au Paris Saint-Germain. C'est notre ami Eric Rabé sur Internet. Tu es 76e. Eh ben écoute, c'est bien. 135 matchs. Moi, je suis où? Moi, je suis 80. On n'y est pas, voilà. Alors, moi, je suis 101. C'est con, quoi. Il est devant Greg Vanderville, Fabrice Pancrate et Gabi Heinze, et tu es juste derrière Antoine Comboiré. Voilà. C'est pas mal. En belle compagnie. En belle compagnie, effectivement. Rico, sur Marquinhos, c'est vrai qu'il y a eu toute ce mouvement un peu de faut qu'il parte. Il y a même là, ces derniers mois, on parlait même de peut-être une fin d'aventure. Toi, tu veux qu'il reste au Paris Saint-Germain, ou tu te dis il faut tourner la page, et 30 ans, il a peut-être un gros contrat à aller prendre encore dans un autre club? Est-ce que tu crois qu'il peut prendre plus d'argent qu'il ne prend ici? Il en prend déjà pas mal. Il est à plus d'1 million d'euros. Je suis pas sûr, franchement. Moi, je veux qu'il reste parce que je suis fan de Marquinhos. Alors oui, il a eu des moments difficiles, mais par rapport à tout ce qu'il a apporté positivement, je pense qu'il n'y a même pas de débat par rapport à Marquinhos. Donc les gens oublient vite. Alors souvent, les supporters oublient vite. Dès que tu te déchires et on oublie très très vite. Mais vraiment, Marquinhos, pour tout ce qu'il a apporté dans l'état d'esprit, je pense dans l'implication qu'il a, dans l'implication qu'a sa famille par rapport au club. Quand tu vois ses enfants chanter les chants, mais c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, c'est pas tous les, tu vois. Je veux dire, donc de ce côté-là, il y a aucun souci. Moi, je pense qu'il faut qu'il finisse ici. Alors peut-être qu'il aura une envie, ça arrive des fois de retourner au Brésil pour une vraie fin, voilà. Mais franchement, je pense qu'il peut très bien le faire ici. J'ai pas aimé le départ de Thiago Silva parce que je pense qu'on lui a manqué de respect par rapport à ce qu'il a apporté au club. Donc j'espère qu'on fera pas la même chose avec Marquinhos. Verratti aussi d'ailleurs. Oui, effectivement. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est pas la même chose. Oui, là, on est sur deux joueurs grands professionnels qui sont. Verratti, c'est pas le cas, même si je condamne pas du tout. Mais là, je peux pas comparer les deux parce que là, on est sur deux grands professionnels qui ont tout donné pour le club et qui voilà, derrière, tu peux pas les traiter comme ça. Imaginez Damien Doll de Journal Libération qui participe à cette émission et qui écoute aussi l'émission. Qu'on fera pas ça. Qui doit avoir les oreilles qui saignent alors qu'il a chanté le nom d'Eric Rabé sans Ratana dans les tribunes. Là, désormais, t'as perdu un de tes fans, mon Rico. Tu voulais terminer, Alex, sur Marquinhos. Ouais, justement, pour faire le pont en plus avec peut-être un des sujets suivants, je pense que il y a toujours une sorte de méfiance autour de Marquinhos, comme il y a eu pendant longtemps après le match contre le Real Madrid, une méfiance autour de Donnarumma,
qu'il a petit à petit effacé en sortant des grosses performances, en étant fiable en Ligue des Champions, etc. Je pense que le match de mercredi soir pour Marquinhos, sachant qu'il va peut-être aussi devoir évoluer arrière droit ou dans un poste un peu particulier, ça va être son premier gros match depuis son retour de blessure et tout, ça peut être important pour lui. Si le PSG se qualifie en demi-finale avec un gros Marquinhos, peut-être que les supporters vont commencer à mettre un peu d'eau dans leur vin à son sujet. Il faut l'espérer en tout cas, et on verra, savoir qui vous voyez, vous, en défense centrale aussi. On va se refaire l'équipe dans quelques instants. Les amis, on a fait toute l'actualité d'avant, et je sais, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible, ils vont en parler du FC Barcelone, oui, parce que c'est quand même mercredi, émission spéciale, 20h, minuit, sur l'antenne de France Bleu Paris, et sachez-le, grande nouveauté, j'ai le droit de l'annoncer, nous allons basculer en YouTube Live aussi. Vous pourrez donc passer le moment avec nous, regardez la tête de Miguel, de Pia et de nos invités aussi. On a du beau monde qui est attendu, et vous pourrez mettre des petits commentaires et participer au match avec nous en YouTube Live. Pour le moment, les amis, on se fait une première et seule pause dans ce podcast, et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Quand les vacances de printemps commencent, on se reconnecte avec la nature, et France Bleu Paris vous reconnecte avec le monde entier. Cette semaine, écoutez France Bleu Paris toute la journée et gagnez votre smartphone et sa montre connectée pour ne rien rater de votre radio préférée pendant les vacances. Venez ici, on vous reconnecte de la tête aux pieds sur France Bleu Paris. 100% PSG, la tribune. Eric Rabessandratana, Alexandre Aflalo et Aymeric Le Gall sont avec nous pour ce 100% PSG La Tribune, à quelques jours du match FC Barcelone-PSG. PSG-FC Barcelone, ce sera bien sûr au Parc des Princes. Vous allez le suivre sur l'antenne de France Bleu Paris. Et je vous propose, pour mettre les pieds dans le plat, dans quelques instants, on va retrouver notre amie et correspondante Tracy Rodrigo, correspondante de l'équipe. Est-ce qu'elle est avec nous, Tracy? Est-ce que tu es là? Salut à toi. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Salut Tracy, bienvenue dans l'émission dans 100% PSG, La Tribune. Tracy, avec toi, on va pas faire de point météo, on n'a pas besoin de savoir s'il fait beau à Barcelone parce qu'on va tout de suite être un petit peu tendu. Je suis sûr qu'il doit faire très beau alors que nous il fait gris. Par contre, je veux bien prendre des nouvelles de cette équipe du FC Barcelone. Ce matin, t'en donnais dans le journal L'équipe. Comment ça va pour cette équipe du FC Barcelone? Très tranquille, 10 jours de repos avant d'attaquer le PSG, si j'ai bien compris. Alors, pour pas faire de jaloux, il fait gris. Ah, déjà. Très bien. Voilà. Et pof, merci. Tiens, ça c'est fait. Cette équipe du Barça, difficile à dire puisqu'on ne l'a pas vu jouer depuis un certain temps. 10 jours sans match pour l'équipe du Barça pour cause de finale de Coupe d'Espagne ce week-end. Quand il y a la Coupe d'Espagne, le monde s'arrête de tourner, donc pas de Liga et donc pas de match pour le Barça. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup? On peut dire que le Barça s'entraîne beaucoup, essaye de faire revenir la quasi-totalité de ses blessés, hormis Alejandro Balde et Gavi, bien sûr, qui sont blessés de longue date. On attend de savoir si Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Pedri seront de retour pour ce match aller contre le PSG. C'est très bien parti pour Frenkie de Jong et Andreas Christensen qui devraient être là. L'inconnu, ça reste Pedri, puisque le club ne veut pas prendre de risque. Le match retour est très rapide, c'est dans 6 jours après le match aller. Donc pas de risque avec Pedri. C'est un petit peu la surprise de la convocation de Xavi qui sortira en principe demain matin dans le voyage à Paris. Dans quel état d'esprit sont les médias espagnols? Alors j'ai vu que le webmaster sur le tirage, plus là maintenant le coup de la Joconde avec le maillot du FC Barcelone, bon voilà la petite pique, mais dans quel état d'esprit sont les Barcelonais avant cette rencontre? L'entourage aussi du FC Barcelone, est-ce qu'il y a tension parce qu'on sait qu'on est quand même les frères ennemis du foot européen désormais? Alors très honnêtement, on trouve de tout. D'accord. On trouve des personnes très optimistes, aussi parce que tirer le Paris Saint-Germain, c'est quand même entre guillemets mieux que de tirer Manchester City. Ça a été la même chose pour Paris. Donc il y a des optimistes et il y a des pessimistes. J'en ai vu qui sont assez, qui croient en la qualification, qui pensent que le Barça
n'a rien à envier, on va dire, à Paris, que finalement ça reste un match assez équilibré. Personnellement, je pense que, comme je l'ai dit dès le départ, le PSG reste favori, mais effectivement qu'on aura droit à un match équilibré. Du côté des joueurs, on a vu quelques déclarations de Lamine Yamal, de Lewandowski, qui ont pu peut-être être interprétées un petit peu comme de l'arrogance. Mais je pense pas que ce soit le cas, parce que cette équipe du Barça, elle fait pas une excellente saison, on le sait. Mais c'est vrai que cette qualification en quart de finale a un petit peu reboosté les joueurs, c'est un petit peu reboosté tout le club. Et donc ils vont vraiment mettre toute leur envie dans ce match-là, puisque c'est un petit peu le dernier match important de la saison. Donc voilà, tout le club est tourné vers ce quart de finale. Il y a aussi le futur de Xavi au milieu. Certains joueurs ont envie qu'il reste, et donc ils savent que s'ils remportent ce quart de finale, Xavi pourrait changer d'avis. Donc c'est un petit peu une ambiance où tout est porté vers ce match-là. Et c'est pas vraiment de l'arrogance, c'est vraiment une envie, parce que le Barça aussi n'a pas vu les huitièmes de finale de Ligue des Champions pendant 2 saisons. Ça a été la première fois en 3 saisons. Donc forcément, il y a une envie qui n'avait pas depuis longtemps, il y a une ambiance qui n'avait pas depuis longtemps, depuis très longtemps. Donc voilà, il y a tellement, je pense que c'est un peu un surplus d'envie, qu'il y a au club. Tracy, pas vraiment de l'arrogance, mais voilà, une envie un petit peu multipliée. Tracy, juste Alex Aflalo du Parisien veut échanger, te poser une question. Non, j'avais une question, parce que tu disais effectivement que le Barça faisait pas une saison extraordinaire. Alors, je sais que la première partie de saison a été très compliquée, même en termes de jeu, il y avait beaucoup de doutes justement autour de Xavi, et ça avait conduit, si j'ai bien compris, à ce qu'il annonce son départ en fin de saison, parce qu'il était quand même très critiqué. Là, ils sont quand même qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions, ils sont 2e de Liga, donc ils ont quand même pas mal redressé la barre. Est-ce que justement en Espagne, on considère toujours qu'ils font une saison pas ouf, ou est-ce que quand même les avis ont pu changer? La saison reste quand même plutôt mauvaise. Honnêtement, les premiers matchs jusqu'à fin janvier, jusqu'à la déroute contre Villarreal qui a emmené Xavi à annoncer son départ, le Barça ne parvenait pas à gagner un seul match facilement. Et quand je dis que le Barça n'arrivait pas à remporter un seul match facilement, c'est la réalité, c'est que le Barça n'arrivait pas à remporter un match par plus d'un but d'écart. Tout le temps un peu à l'arrache. Pardon ? Tout le temps un peu à l'arrache, en fait, cette équipe de Barcelone. Voilà, c'était à l'arrache. Le Barça était dominé par quasi toutes les équipes de Liga, même les équipes de bas de tableau. Et encore même récemment, le Barça a fait 3-3 contre Grenade avant-dernier. Donc non, la saison reste quand même un échec. Bien entendu que si le Barça se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions, ce sera différent. Pour l'instant, on est qu'en quart. Donc les avis restent mesurés. La Liga est quasi perdue, 8 points. On a du mal à imaginer que le Real Madrid perde 8 points, même s'il reste un classico. Les 8 points, ça paraît quand même beaucoup. Il y a eu une élimination en Coupe d'Espagne, même si c'était face au futur vainqueur, l'Athletic. Donc non, la saison pour l'instant, elle est ratée. Mais bien entendu qu'une qualification du final changerait tout, et c'est pour ça, comme je disais, que ce match est très important et qu'on a ce sentiment qu'ici il n'y a plus que ça qui compte. En tout cas, Tracy, merci beaucoup de nous avoir... Juste, tu l'as souligné ce matin dans le journal L'Équipe, il y a quelque chose de très important pour le FC Barcelone. Il y a 7 joueurs sous la menace d'une suspension si jamais carton jaune face au Paris Saint-Germain sur le match de mercredi, c'est ça ? Tout à fait, et ça fait beaucoup. Il y a des titulaires. Alors, il y a des remplaçants qui sont concernés. Joao Félix est remplaçant, Ferran Torres est remplaçant, mais ça reste quand même des joueurs qui, en entrant, peuvent changer la donne. Et il y a aussi des titulaires. Alors, Lamine Yamal, par exemple, qui est jeune en plus. C'est peut-être le joueur sur lequel on s'inquiète un petit peu, parce que parfois un élan d'envie justement, et le carton jaune est vite arrivé. Ronald Araujo aussi, c'est extrêmement dangereux s'il prend un jaune. Donc oui, il va falloir faire très attention à ça, et ça pourrait totalement changer l'équipe du Barça au match retour. Merci Tracy, on se retrouve dans une semaine du côté de Barcelone. Voilà.
Voilà, pour découvrir le stade de... C'est quoi, Montjuïc Montjuïc. Montjuïc. Ah voilà. Ah, merde. Dis-le correctement, s'il te plaît, Mike. Montjuïc, voilà. On va découvrir. Il paraît que pour monter au stade, c'est une catastrophe. Il faut... Vous allez faire votre mille pas, Je quoi. voulais venir, mais je suis pas sûr. Ouais, tu voulais venir? Fallait me le dire parce que les accrètes, c'est déjà passé, mon loulou. pardon. Il est marrant. Ah bah tiens, je voulais venir. Ouais, écoute, j'ai pensé hier soir, je dis, oh, tiens, en fait. Merci beaucoup, Tracy. Au plaisir. Merci à toi. Merci à toi, bientôt. merci et merci d'être venu nous donner des nouvelles du FC Barcelone dans cette tribune 100% PSG. Les amis, on va se poser la question. On vient de l'entendre et d'évoquer cette équipe du Barça. Oui, Rico, tu voulais réagir? Juste qu'il faut quand même se méfier parce que depuis, elle a dit c'était Fais compliqué. attention, tu sais qu'on est filmé maintenant, C'était- donc ouais, le casque sur le. Mais Il est comme ça, il a le casque sur l'œil, il est comme ça. C'était vraiment oui. pour écouter ce qu'on disait, mais bon là. Bref. Ouais, non, Barcelone a eu des difficultés jusque fin janvier, sauf que depuis fin janvier, ils n'ont pas perdu un match. Ils sont à 8 victoires et 3 nuls. Ouais. Donc c'est quand même une belle série et qu'il faut quand même respecter cette équipe et s'en méfier. Oui, non, bah oui. Je pense qu'on a appris qu'il fallait se méfier de Barcelone au fil des années. On se méfiait de la Real Sociedad, donc on va se méfier du Barça. Oui, et puis il y a quelqu'un qui le connaît bien, je pense qu'il va se méfier aussi pour 12 personnes, c'est bien évidemment Luis Enrique. Est-ce que ce PSG est prêt à défier le FC Barcelone? Question large, mais est-ce que vous voyez, vous, tous les voyants au vert pour le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on est prêt à défier cette équipe du FC Barcelone? On vient d'en prendre des nouvelles. Aymeric, est-ce que pour toi, Paris est dans les clous, les canons sont pointés vers le sud, est-ce qu'on est prêt? Bah oui, ce sera difficile d'être mieux préparé que ça. Tu as le match contre Clermont, voilà, il a parfaitement fait tourner et tu arrives quand même à ne pas le perdre alors que c'était quand même assez mal embarqué. Tu as fait souffler ton numéro 7 qui est pas dégueu quand viennent les gros matchs, quand il décide en tout cas. Cette équipe est cohérente, elle monte en puissance depuis, voilà, c'est ce qu'on a dit, la patte Luis Enrique est vraiment, la mayonnaise est en train de prendre avec lui. Même si c'était pas la confrontation du siècle, tu as fait le taf très proprement contre la Real Sociedad. Donc, non, Jean, je pense que tu as ton équipe type. Voilà, il manque, il y a une ou deux interrogations dont on va parler, mais sinon, honnêtement, je vois pas comment tu pouvais y aller en étant mieux. Donc, non, tout va bien, il y a plus qu'à, quoi. Alex, le coach nous a fait une série de tactiques. Ça fait 10 mois qu'il travaille, mais à peu près tout le monde à tous les postes. Il a essayé plein de systèmes et on est sur une série de 27 matchs sans défaite. Est-ce que toi aussi, tu penses comme Aymeric que les feux sont au vert et tout va bien? Oui. Alors, je pense que ce serait un peu présomptueux de dire de déborder de confiance parce que c'est jamais le cas avec le PSG, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En revanche, je trouve que les voyants ont rarement été autant au vert ces dernières années et même à une époque où le PSG allait pas spécifiquement mal, il y avait peut-être il y avait moins d'assurance qui se dégageait footballistiquement et mentalement de cette équipe qu'il y en a actuellement. Et donc oui, je trouve que moi, une de mes observations, alors effectivement le match contre Clermont n'a pas forcément été hyper joyeux en termes de jeu et tu fais un partout contre le dernier de Ligue 1, mais enfin bon, tu fais beaucoup tourner, bref, c'est un autre débat. Je trouve quand même que il y avait toujours cette espèce de cohérence tactique et de cohérence de jeu, malgré le fait que 7 des 11 joueurs avaient changé. Je crois que c'était 7 ou 11. Les 11 ouais. Les 11, c'est la première fois que ça arrive. Alors voilà, j'ai même sous-estimé ça. Que les 11 joueurs avaient changé, il y avait quand même une cohérence tactique. On sentait quand même qu'il y a ce projet de jeu qui est imprimé, qui n'est pas parfaitement huilé, mais qui est imprimé en tout cas auprès des joueurs, qui a une vraie, la fameuse philosophie de jeu qu'on appelait tellement de nos voeux ces derniers temps. Et donc voilà, je pense que là... pour l'instant, les résultats parlent pour Luis Enrique. Il a trouvé la recette pour que le PSG ait plus perdu depuis novembre. C'est quand même assez fou, c'était pas arrivé depuis 30 ans. Il me semble quand même qu'il ne faut pas le sous-estimer et je pense qu'on peut lui faire confiance pour trouver la recette pour battre ce FC Barcelone-là et permettre aussi au PSG de passer un cap
psychologique et mentale de briser cette espèce de plafond de verre de la Ligue des Champions qui leur fait un peu peur depuis des années. On le rappelle, Rico, pas de blessés majeurs, ce qui est quand même une vraie nouveauté au Paris Saint-Germain. Le nombre de fois où on s'est pointé en 8e en disant alors attends, pour le 8e, le Neymar quart, s'est fait casser la tête à Caen en Coupe de France, on ne peut plus faire notre 8e avec un joueur. Ça, c'est important quand même aussi. Dans la gestion de ton groupe, au final, tout le monde a l'air avoir du gaz, un peu frais. J'ai l'impression que ce groupe est prêt, que Luis Enrique a bien préparé son histoire. Il a construit une équipe, tout simplement, avec des choix forts par moment et puis surprenants dans d'autres. Mais globalement, il a construit une équipe, il a construit un état d'esprit, il a construit des joueurs concernés. C'est ça le plus dur pour un entraîneur, c'est d'avoir tous tes joueurs concernés. Et là, aujourd'hui, il surprend tellement tout le monde que voilà, regarde, tu vois, contre Clermont, et c'était pas, c'est de laisser Hernandez se reposer, Mendes. Je veux dire, c'est quand même du luxe, tu vois. Je veux dire, on le faisait pas souvent ou pas trop sur les années précédentes. Lui, il maîtrise tout ça. Tranquille, il va prendre. Alors, il n'a pas non plus, il n'a pas Messi, il n'a pas Neymar, il a perdu en qualité dans son groupe. Mais n'empêche que le mec, il récupère Asensio, il récupère les mecs, montent un peu leur niveau et collectivement s'intègrent facilement. Donc franchement, chapeau. Moi, c'est pour ça que je suis moins inquiet par rapport. Moi, je suis moins inquiet par rapport à certaines années. Et pourtant, on avait beaucoup plus de qualité dans le groupe. Mais comme on a développé une équipe, je sais que collectivement, même quand c'est dur, par exemple, tu regardes à Marseille, tu joues à 10, voilà, on n'est pas au-dessus de Marseille et tout ça, mais n'empêche que collectivement, t'es solide. T'es solide et tu gagnes le match. Et pourtant, tu dis bon. Et donc, pour toi, cette équipe je pense qu'elle les feux sont au vert. Je pense que ouais, bien sûr. Ils sont au vert. Ça ne veut pas dire que toujours pareil, on s'enflamme pas, mais j'ai rarement été, on va dire, moins inquiet, plus inquiet. Je m'embrouille dans ma formule. Moins inquiet. Aussi peu inquiet. Pardon. Je me pose la question de savoir si cette équipe ne doit pas... Est-ce que pour valider finalement tout le travail, Aymeric, du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, de cette équipe, est-ce qu'il ne lui faut pas un vrai gros résultat dans cette Ligue des Champions? Parce que pour l'instant... On sort du groupe de la mort un peu bizarrement, avec des matchs un peu maîtrisés à domicile et puis à l'extérieur, c'est complexe. On fait la Real Sociedad. J'ai rien contre la Real Sociedad, mais c'est pas non plus un craquito de Ligue des Champions. Est-ce que il faut aussi, pour marquer les esprits, faire un gros résultat et donc sortir Barcelone? Pour marquer souvent la naissance d'un groupe dans une épopée, tu as besoin d'un match référence. Les Bleus en 2018, ça peut être l'Argentine. Donc oui, on se souvient des matchs qu'on s'est farcis en phase de poule, notamment à l'extérieur à Newcastle ou à Milan, où ici on en a dit beaucoup de mal parce que c'était vraiment poussif, avec l'abandon justement de certains cadres comme Mbappé qui étaient vraiment aux abonnés absents. Donc tous ces gens-là doivent répondre présent ce match-là. J'espère vraiment qu'on va pas avoir une sorte de match gestion au Parc des Princes. Non, tu vas avoir une ambiance de feu. Si tu peux leur en mettre 3, tu leur en mets 3. Après, ça va aussi dépendre de l'adversité. Si l'équipe en face te propose quelque chose, c'est aussi ça qui fait que ta performance est sur, voilà. Donc oui, il faut ce match référence et ça sent. J'ai envie d'y croire. Il a les yeux qui envie de jouer, Aymeric. Tu joueras pas, Aymeric. Maître Aflalo du barreau du Parisien nous veut prendre la parole. Non, oui, juste, c'est vrai que c'est effectivement, ce serait bien et ce serait fondateur et ce serait que positif pour cette équipe de sortir un gros résultat contre le Barça. En revanche, je pense qu'il faut d'emblée dire que ce serait pas forcément un drame si ça n'arrivait pas. Et en fait, par rapport à l'état d'esprit que montre cette équipe cette saison, moi, je préfère... En fait, je me mets dans l'optique que le projet de Luis Enrique s'inscrit sur une certaine durée, au moins, on va dire au moins 3 ans, peut-être plus. J'aimerais, en tout cas, moi, avoir un entraîneur qui s'inscrit vraiment dans la durée au PSG. Je préfère avoir une équipe qui apprend dans l'échec, justifié, qui apprend dans l'échec en ayant tout donné, plutôt qu'une équipe qui apprend à cause de sa suffisance et de son orgueil, ce qui a été plutôt le cas ces dernières années. Et pour le coup, je n'ai qu'une seule certitude par rapport à cette équipe-là, c'est que si elle échoue, ce sera parce que l'adversaire a été plus fort et pas parce que elle s'est vue trop belle. J'en ai quasiment la certitude et peu importe le résultat. Voilà. Rico, est-ce que pour toi aussi, il faut, pour valider tout ça, une aventure européenne avec un gros nom en scalp,
c'est-à-dire le FC Barcelone, c'est ce qu'il faut pour le PSG. C'est surtout qu'en plus, les affrontements avec le FC Barcelone sont symboliques. Donc, si tu remportes, vu comment on était content quand Paris a mis 4 buts à Barcelone là-bas, avec panache et envie, on se dit que voilà, on a envie de revoir ça et de revivre ça. Donc, aujourd'hui, ils sont sur une bonne dynamique. Barcelone peut-être un peu moins, même si ça va mieux. Donc voilà, oui, on espère quand même que Paris sera à la hauteur de l'événement. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, je l'ai dit moi au début de saison, j'ai dit Paris ne gagnera pas la Ligue des Champions en voyant l'équipe jouer comme ça. Et puis aujourd'hui, regarde où ils sont. Donc tu vois qu'il y a quand même une progression, il y a quand même un changement d'état d'esprit et un travail d'équipe qui a été quand même réalisé depuis le début. Donc ouais, il y a progression, on apprend, on va gagner, peut-être pas gagner, mais je suis moins, c'est pareil, je m'étale sur le temps parce que je me dis qu'on va faire des choses bien vraiment à force de travailler ensemble comme ça. Il a réussi son coup, Luis Enrique. Il a réussi à nous rendre plus zen. Dans un quart de finale, on se dit bon bah écoute, voilà. Il nous parle mal, mais au final, c'est il nous donne des belles choses. Les journalistes, il peut se permettre. Un peu sadomaso, qui aime se faire rentrer dedans par Luis Enrique, qui sera en conférence de presse. Ça vient de tomber avec Danilo demain pour la conférence de presse d'avant-match. Et sachez que nos amis du Parisien, de l'équipe, viennent d'annoncer que Nordi Mukiele serait absent pour le quart de finale aller face au FC Barcelone. C'est après son choc à la tête pour de la précaution effectivement, même s'il était un petit peu furax de ne pas re-rentrer. Mais je pense que le PSG a bien fait. Très bon choix. Oui, dans une période, on n'arrête pas de parler des commotions et du danger de tout ça. Il fallait se montrer ferme. Tu rentres pas, tu peux pas. Effectivement. Le seul truc, c'est qu'est-ce que foutait Luis Campos sur le bord du terrain. C'est autre chose. On en reviendra à ce moment-là. C'est pas la première fois, ceci dit, mais tu voulais dire, Alex. Ouais, juste un petit mot sur Nordi Mukiele, au-delà de sa blessure, etc. Moi, j'ai quand même, si je dois avoir un grief, on va dire, avec Luis Enrique cette saison, c'est qu'il a trop bricolé avec le poste d'arrière droit. Et on se retrouve du coup, alors sans que ce soit catastrophique, parce que je pense qu'il trouvera une solution. Et en vrai, sur le papier, il y a des solutions. On en parlera peut-être. Parce que j'ai bien. Tu vas voir la passe D qui est en train de me faire, mais elle va être belle. J'estime que quand tu arrives à un quart de finale de Ligue des Champions, que ton arrière droit titulaire est suspendu et que tu n'as pas une solution de repli qui soit pas un bricolage absolu, soit Soler, soit Zaïre Emery, soit autre chose, soit Marquinhos, soit autre chose, c'est qu'il y a peut-être un souci. Et que c'est pour le coup un poste. Enfin, j'aurais préféré qu'il essaie de façonner Nordi Mukiele à son image toute la saison, même si il peut lui reprocher des choses, que ce soit sportivement, extra-sportivement, ça j'en sais rien. J'aurais préféré qu'il essaie de façonner un peu Nordi Mukiele pour être la vraie doublure de Hakimi plutôt qu'il le nie un peu comme ça. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, vous avez entendu une porte s'ouvrir et se refermer. C'est qu'il y a une émission après nous et en fait la personne s'est dit tiens, il y a personne dans le studio. Ouais, et elle vient de rentrer gaiement. Il nous reste combien de temps ? Non, t'inquiète, il nous reste encore une bien 10 grosses minutes. Allez, super. À vivre ensemble. Et justement, tu m'as fait la passe D puisque c'est la question suivante. Qui attendez-vous au poste de latéral droit sur ce match ? On a compris que t'es pas content de la gestion, et ce qui est pas faux, et tu vois toute la frustration de Nordi Mukiele qui sur le match de Clermont se dit j'ai un coup à jouer, je dois faire voir, et qui se fait péter la tête parce que pour Nordi Mukiele, j'ai les temps de jeu des Parisiens sous les yeux. C'est le seul joueur de champ avec donc Nuno Mendes qui revient de blessure, Cher N'Dour, Seny Mayulu, Yoram Zagué, Ethan Mbappé, Levin Kurzawa et Hugo Ekitike qui a moins de 1000 minutes cette saison. C'est fou. C'est le seul. C'est fou, alors qu'il n'était on pas blessé. On comprend sa frustration. Ouais, c'est ça, on comprend pas pourquoi. Enfin, c'est certainement parce qu'il a voulu se barrer au Bayern et que j'imagine qu'il a la gestion derrière, elle est ok, bah écoute, si tu veux pas, tant pis pour toi, mais je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Il ferait beaucoup plus avant, quoi. Ouais. Emery Komeki à droite. Parce qu'il faut remplacer Achraf Hakimi, suspendu sur ce match-là. Si on suit Luis Enrique, en tout cas dans tu lis le Luis Enrique, ça m'intéresse. Il a utilisé 6 fois Zaïre Emery arrière droit, notamment pour pallier le départ d'Hakimi à la CAN. Moi, je trouve que c'est absolument pas la solution sur laquelle il faut opter. Je trouve que Zaïre Emery, tout aussi fort soit-il, à droite, c'est pas très 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 fort. Dans les duels en 1 contre 1, c'est compliqué. Et surtout, tu as besoin de lui. Tu vas avoir besoin de lui dans ce milieu de terrain-là avec Vitinha. Donc c'est dur. Moi, j'aurais aimé vraiment aussi que Mukiele ait plus de temps de jeu. Alors après, la question, c'est est-ce que
c'est des choses qu'on ne sait pas. Moi, j'ai pas les informations de la vie du groupe. Est-ce que c'est un problème extra-sportif qui fait que avec Luis Enrique, si t'es pas carré, tu dégages? Est-ce que c'est ça? Parce que sinon, c'est Mukiele, possible. il est quand même taillé pour ce poste. Moi, Ouais. jusqu'à preuve du contraire, il avait fait de belles choses en Allemagne. Donc, j'avoue que je la comprends pas. Maintenant, si tu me poses la question, j'avoue que je pense que moi, je mettrais plus Marquinhos parce que tu sais qu'à gauche, avec Nuno Mendes et Mbappé, tu vas avoir un côté fort offensivement, que derrière, il va falloir plus compenser, que Marquinhos, quand même, dans le duel en 1 contre 1, même si c'est peut-être pas le plus rapide sur l'aile, il a quand même de l'expérience. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué là, et évidemment, ça fait des années. Mais moi, j'aime pas Zaïre Emery là, et je trouve qu'on a vraiment surtout besoin de lui ailleurs. En fait. Alex veut réagir, après on ira écouter Captain Rico. Moi, je suis d'accord avec l'idée de Marquinhos, surtout que j'ai Alors pas. Attendez, juste pour bien placer le truc, vous partez donc avec Lucas Hernandez, Lucas Beraldo. Moi, si tu veux, je pars plutôt du visage qu'a l'équipe dans l'animation offensive, où tu te retrouves en fait souvent avec une défense à 3, voire à 2. Pourquoi Marquinhos est le choix le plus cohérent? Parce qu'effectivement, tu vas souvent te retrouver quand tu as le ballon dans cette disposition où en fait c'est 3 défenseurs centraux et après les autres devant qui font leur truc. Moi, personnellement, si je devais aligner une équipe demain qui serait l'équipe la plus forte en termes de force et de dynamique, donc ce serait Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez. Et donc Nuno Mendes, c'est-à-dire qu'une défense à 4, mais qui en fait, Nuno Mendes jouant souvent très haut, les 3 donc, vont plus retrouver un rôle de central, et du coup ça va faire une vraie défense à 3 cohérente, avec Marquinhos qui pourra donc couvrir ce côté droit de temps à autre, mais pas forcément là. Au milieu de terrain, Vitinha, donc plutôt sentinelle, Warren Zaïre Emery qui aura du coup son poste à lui, et Kangin Lee, parce qu'en fait justement sur le côté droit il va pouvoir dézonner, compenser un peu s'il y a besoin de compenser, etc. Et surtout j'ai beaucoup aimé ses combinaisons avec Dembélé lors du match face à Rennes, et je trouve qu'il apporte vraiment un truc où en fait Dembélé va pouvoir justement permuter avec lui, jouer à la fois ailier à la fois 10, et que les deux ont ce rôle un peu polyvalent. Et du coup en attaque, Dembélé à la fois à droite et en même temps droite ou numéro 10, Gonzalo Ramos et Mbappé. On voit ça tout à l'heure pour l'attaque, mais donc on a compris ton choix. Mais là, c'est une nouvelle passe D, mais t'es parti un peu trop tôt. Là, le ballon est parti, voilà, ça va sortir des lignes du terrain. Il n'avait pas fait l'appel. J'avais pas fait l'appel, c'est ça. Rico, sur ce côté droit, est-ce que tu es d'accord avec la démonstration tactique d'Alex? J'espère que vous avez une équipe aux Parisiens, parce que sinon ça sert à rien. Je crois qu'on les joue au tournoi de la presse. Moi je suis pour l'instant je suis réserviste. Parce que nous on a l'équipe France Bleu qui arrive. Je sais. L'équipe France Bleu Radio France qui arrive. Rico. À droite tu mets qui? Parce que moi je mets Marquinhos aussi. Franchement, dans la sécurité, dans ce que peut représenter le rôle. Alors il aime pas ça, on le sait. Il aime pas jouer à latéral droit. Si jamais il se retrouve latéral droit, s'il joue à 3, c'est encore plus simple pour lui. Mais s'il joue latéral droit, il aime pas. Mais je pense vraiment que c'est quand même le meilleur choix. Si tu peux te débrouiller avec Mendes qui a l'habitude de monter plus haut, sa coulisse, ils sont capables de le faire tranquillement. Ils sont tous capables de jouer soit latéral ou soit axial. Donc en fait, tous ils peuvent faire ce boulot de droite à gauche et selon le jeu par rapport à ça. En termes de concentration aussi défensive, j'ai observé Zaïre Emery, le pauvre qui a joué même à latéral gauche un petit moment où c'était nul. Le pauvre, il n'est pas fait pour ça en fait, et c'est du gâchis par rapport à ce qu'il va t'apporter. Donc je fais un vrai choix Marquinhos à 200%. Donc d'accord, ça sera Marquinhos côté droit, et donc qui fera quelques montées s'il faut, accompagner, comme tu l'as souligné, dans notre envie, dans nos ressentis. Qu'on n'a pas parlé, il n'y avait pas de Soler. Non. alors que Carlos Soler a quand même été pas mauvais. J'ai pas dit bon. À droite. Presque le meilleur. Presque le meilleur. Peut-être le meilleur joueur du match face à Clermont-Ferrand. Notre Carlos Soler qui a, franchement, ça peut-être transféré à Clermont. C'est ça. En Ligue 2. Désolé, Carlos Soler. C'était une blague, Carlos. Voilà, allez, on l'embrasse. La balle perdue, on l'embrasse. Et maintenant, on va passer le ballon était parti un peu trop tôt, mais on va revenir bien évidemment sur le. Tu cours vite. Ouais, bon, alors ça c'est pas vrai. Ça, je peux pas. Voilà, maintenant on est vu à la télé, tout ça, je peux pas dire ce genre de choses. Emeric, devant, je viens d'entendre Alex qui nous dit, Dembélé, parce qu'on ne sait pas encore avec qui Dembélé et Mbappé vont partir. C'est ça aussi les petites incertitudes, et c'est assez intéressant. Est-ce qu'on part avec un vrai neuf? Est-ce qu'on fait comme sur les 2 derniers matchs? Parce qu'il y a quand même 2 matchs où on a joué sans numéro 9 devant, et on les a fait rentrer à la fin. Comment on joue au niveau de l'attaque face à cette équipe du FC Barcelone, qui est pas la meilleure défense du championnat espagnol, faut le souligner. Moi, je suis
Également d'accord avec Alexandre sur, C'est sur beau. la pointe de l'attaque. Alors, un petit plus de doute sur Kang In Lee, que moi, contre Rennes, je l'ai trouvé. Alors, peut-être que j'ai pas. Mais moi, personnellement, il m'a saoulé tout le match. J'ai trouvé insupportable. Faire semblant de déborder pour en permanence revenir sur son pied gauche et faire une Ouais, passe clairement, c'était diplomatique en retrait qui sert à rien. Il prend 0 risque. Moi, il m'a. Voilà, je suis c'est dit. Il est encore un peu jeune et vert dans ce qu'il fait. En fait, c'est juste que l'alternative, c'est Fabien Ruiz. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que. Et, en vrai- C'est pour ça que je mets un doute. Bon, en vrai, je suis d'accord. Il y a pas de. Moi, j'ai pas réellement je pense de que doute, Luis hein. Je pense Enrique, qu'il va il- utiliser Fabien Ruiz. Hein. Il fait beaucoup plus Surtout que confiance c'est à lui qui Fabien fait la Ruiz. passe à Mbappé là quand il part dans le. Ouais. Donc non, franchement, Ouais, non, mais donc Je- voilà, moi, ouais. c'est Ruiz le plus doute que haut. j'ai là-dessus. Ouais. Ruiz plus haut est beaucoup plus intéressant que Sentinelle devant la Ruiz défense. contre Rennes, quand il jouait limite milieu gauche et qu'il a beaucoup combiné du coup avec Nuno Mendes, c'était hyper intéressant. Franchement. Mais en fait, pour moi, je trouve que Lee est plus. En fait, quand Fabien Ruiz il passe au travers complètement quoi. Alors que Lee, même quand il est moins bon, il peut avoir des petits éclairs. Au moins, il est vif, il va Mais se c'est vrai battre. Tu vois, il est. La Real Sociedad, il est bon Ouais. aussi, c'est lui qui fait la passe Voilà. à Mbappé. Mais j'avoue que moi, quand je critique Lee, c'est vraiment au poste de latéral, enfin d'ailier droit. Là Parce contre que Rennes, là, ça m'avait- Moi, j'ai bien aimé comment. En fait, j'aime bien parce que en fait, il est complémentaire avec Dembélé dans le nouveau rôle que Enrique donne à Dembélé. Tu vois, et ça s'est vraiment vu contre Rennes. C'est-à-dire qu'en fait, contre Rennes, ils n'arrêtaient pas de permuter, ils combinaient côté droit, ils se trouvaient Avec bien, Hakimi. etc. Et avec Hakimi aussi, mais les trois étaient intéressants. Et du coup, là, vu que Dembélé n'aura pas Hakimi, si au moins il peut avoir Lee pour avoir une vraie relation technique avec un mec sur le côté droit, puisque du coup, si on part sur le truc qu'on voulait mettre, c'est plutôt Marquinhos à droite, il aura pas de défenseur qui va remonter. Au moins, Kang In Lee, il aura ce côté un peu de joueur offensif dans le demi-espace qui va pouvoir en fait combiner avec lui, quoi. Oui, mais alors Ouais, qui devant pour récupérer Oui, les ballons que vont c'est lui pour ça. apporter Je Dembélé, termine ouais. juste rapidement. Effectivement, moi, je suis 100% d'accord. Gonzalo Ramos, au vu de ce qu'il a montré ces dernières semaines, je trouve que voilà, même par rapport à l'équipe qu'est le Barça, qui est assez dans la mouise quand il faut partir de bas, qui a un pressing haut d'une équipe. Alors, j'ai pas maté tout le match, mais j'ai regardé un peu de Las Palmas, leur dernier match du Barça il y a à peu près 8 ans, vu qu'ils n'ont pas joué. Ils sont assez dans la sauce quand tu as un gros pressing, et Gonzalo Ramos, dans le pressing offensif collectif de son équipe, il t'amène un truc que Lomouani, je trouve, ne t'apporte pas. Après, le seul doute, c'est que il a joué 0 match en Ligue des Champions quasiment avec Luis Enrique. Donc, C'est Colomboigny le Je chouchou. pense qu'il le garde un peu en. J'ai l'impression qu'il le trouve pas encore assez mûr, à mon avis, Ouais. pour le mettre. Donc C'est vrai, rentrer c'est sans problème, mais là, par jouer contre, dès le début, c'est pas. faire confiance à Colomani à la place de Ramos, je comprendrais pas. Mais Après, ça peut être une réflexion de faire travailler cette équipe défensivement et après de faire profiter à Ramos derrière le. Ça, Ouais. c'est possible. Je suis en train de regarder juste, de regarder. Il a fait 143 minutes en 5 matchs de Ligue des Champions, ce qui est à dire rien du tout. il joue chose. 0 Ah, contre la ouais, Real ouais, Sociedad. Ah, il a Mais pas après, mis un but pour l'instant. tu vois, Luis Enrique n'avait pas eu peur de lancer Lucas Beraldo en Ligue des Champions alors qu'il avait carrément 0 minutes en France, presque. Bon, après, ça ne fait pas peur. Je pense qu'il est plus sur la dynamique du moment que sur les. Et j'ai peur que ça dessine quand même une tendance qu'il préfère quand même Colomani. Ouais, Tu vois, il le met titulaire contre Clermont. Peut-être. Je sais. Après, moi je trouve. Après, on verra. Enfin, tu vois, tout à l'heure, on parlait des risques de carton jaune, des risques de suspension pour le Barça, que notamment Ronald Araujo faisait partie de ces mecs-là. Je pense que si tu as vraiment envie de peser sur la défense du Barça, de pousser Araujo à la faute, pour moi, tu mets même limite. C'est-à-dire que Dembélé va être en 10, tu fous Mbappé et Ramos associés devant, où Mbappé va être très mobile, mais Ramos va vraiment peser, mais les deux vont pouvoir justement les harceler les défenseurs. Christensen, c'est pas une assurance touriste non plus. À mon avis, tu peux leur faire très mal. Si Araujo fait une faute à la con sur Dembélé, sur Mbappé ou sur Ramos, il se prend un jaune ou un rouge. Après, ton quart de finale, il est peut-être décidé là-dessus. Tu vois. Donc je pense que tu peux vraiment beaucoup plus peser sur leur défense, qui n'est pas forcément leur point fort. Pas du tout. Ouais. Et derrière, tu te protèges si jamais le petit Yamal ou autre, ils font un exploit. Tu vois. Et puis, une dernière petite chose, à part Mbappé qui marque des buts et Vitinha qui en met un petit peu, voilà, Dembélé, on sait à quel point c'est difficile. Ramos, c'est un buteur, il est efficace. Son but, moi, contre Clermont, je le trouve magnifique. Ce petit geste de coup du pied, pied droit, c'est d'une intelligence, d'une finesse technique. Ouais, c'est costaud, c'est son taf, il sait le faire. On va avoir besoin de mettre des buts, on n'a pas que Mbappé, donc je pense que oui, vive Gonzalo. 11 buts cette saison quand même, entre la Coupe de France et la Ligue 1 pour Gonzalo Ramos. Et il faut le savoir, ça fait un but toutes les 136 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Honnête. C'est plutôt honnête pour un garçon. En rappelant ce qu'il a Oui, vécu. Donc j'imagine s'il avait Donc été la au personne top. m'a sorti un Paris Saint-Germain qui joue sans attaquant de pointe, avec un Asensio dans le bourbier et qui s'y met, parce que Asensio est plutôt pas mal ces derniers temps, non
Ouais. Je sais pas de. Ok, C'est très bien. possible, mais Non. En fait, je trouve que c'est un match qu'il faudra gagner, pas avec la bataille du milieu, parce que je suis pas sûr qu'on la gagne forcément, ou enfin pas en construisant autour de leur surface, mais vraiment en vitesse. faut bombarder quoi. Ouais. Faut bombarder, et là pour le coup, tu as besoin de mecs qui devant sont doute pas, et Asensio, il a peut-être un peu plus ce côté tricotage quoi. C'est pour ça que je pense à Ruiz, parce que lui, pour projeter vers l'avant, il va y aller, en fait, il va la donner, même s'il a eu une période où il jouait derrière. Mais là, cette passe qu'il donne à Mbappé, elle est fantastique là, dans la course. Elle n'est pas facile à donner, il la donne comme ça là. Je Donc pense là- qu'il a marqué des points avec cette passe-là déjà. Avant de se dire au revoir, la composition d'équipe donc du Paris Saint-Germain pour la team 100% PSG, la tribune. Je te l'ai donné. Voilà, Gianluigi Donnarumma dans la cage. On a dit Marquinhos. Marquinhos, Danilo, Hernandez, Nuno Mendes. Ok, très bien. Voilà. Ensuite, derrière, au milieu de terrain, vous validez tous autour de la table Ouais, soit Lee, Moi, soit c'est marrant, Lee, soit Ruiz. moi j'aurais mis Lucas Beraldo. J'avais un Lucas petit- Hernandez. j'avais un petit doute, qu'il a été mais reposé. je sais pas. Et puis que Danilo, il m'a pas fait grande impression dernièrement, donc ouais, moi je mettrais plus Beraldo. Ouais. Il y a un petit doute aussi, mais je sais Ouais. pas. T'amènes Danilo en conférence de presse. Ouais, mais la dernière dernière fois, fois, l'expérience il a aussi, fait, La dernière fois, il l'a fait. Hein. Il a fait ça il a pas fait jouer. à Fabien Ruiz. ça. Ouais, c'est Fabien Ils ont mis Fabien Ruiz et mec, merci beaucoup, t'es pas titulaire. C'est J'avoue, moi j'ai une petite préférence aussi pour Beraldo dans l'axe. Ouais, Beraldo Hernandez. Ouais. On tente le coup. Je sais pas, voilà. Moi aussi, ouais. Ok, milieu de terrain, donc Vitinha Vitinha. devant. Bon, voilà, Vitinha, Vitinha. Emery, et donc Lee ou Ruiz. D'accord, Lee ou Ouais, Ruiz. voilà. Dembélé, devant- Ramos, Mbappé. Et devant, ok, Dembélé, Ramos, Mbappé. Petit prono rapide, on le fait jamais, mais petit comme ça. Toi, tu le sens bien, Emeric? Ouais, 2-0, allez. Un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, pareil. Pareil aussi. Et pour mon Rico. J'allais dire 2-0 aussi, mais je vais mettre 3-0 alors. 3-0. Allez, on Très achète bien. celui-là, Allez, on achète. prend, bien évidemment. Si jamais on s'est planté, vous n'hésitez pas, vous mettrez vos petits commentaires. Et je vous rappelle, bien évidemment, qu'il faut mettre vos petits pouces et vos messages, bien évidemment, pour échanger tous ensemble sur l'actualité du Paris Saint-Germain. PSG Barcelone, émission spéciale sur l'antenne de France Bleu Paris, 20h minuit, ce sera à suivre sur notre antenne bien évidemment, 01 42 30 10 10, ça c'est le numéro de téléphone où vous pourrez nous joindre et participer, et sachez-le, ce match sera aussi en YouTube live et vous pourrez mettre vos petits commentaires. Il est temps de se dire au revoir les amis. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Emeric Le Gall de 20 minutes pour être venu dans cette émission. Merci à Alexandre Flalo du journal Le Parisien. Merci à notre Rico Rabé Sandra Tana que vous retrouvez tous les week-ends pour son billet 100% PSG. Et bien évidemment, il sera avec nous pour la rencontre à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris avec Miguel, avec Pierre Clément. La grande soirée de France Bleu, bien évidemment. Je vous rappelle, si vous écoutez ce podcast avant 18h ce lundi, vous n'hésitez pas, 100% PSG le mag avec Marquinhos comme invité et Jean-Marc Pilorget. C'est Pierre Clément qui régale et c'est grâce au travail de Julien Froment à qui on fait donc des bises et qu'il se rétablisse vite. On l'attend pour la semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, merci à la réalisation pour cette émission et on se dit bien évidemment à jeudi. C'est ça que je veux vous dire depuis tout à l'heure et c'est pour ça que je rame pour vous dire au revoir. C'est que j'avais oublié de vous annoncer qu'on fera un débrief jeudi à 18h. Ce sera en ligne. Vous pourrez suivre ce débrief de PSG Barcelone. On croise bien évidemment les doigts pour que le Paris Saint-Germain s'impose face à son meilleur ennemi en Europe, le FC Barcelone. Ciao, bye bye.